professeur de psychologie à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Toulouse, co-responsable du master conseil et ingénierie pour l'enseignement supérieur, qu'il a dirigé la structure fédérative de recherche. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages. Il participe à de nombreux conseils au niveau national et au niveau international. Ses thématiques de recherche, spécialiste en sciences cognitives, on va dire, et psychologie de l'apprentissage. Il a travaillé sur les difficultés d'apprentissage, la théorie de la charge cognitive, l'ergonomie sur les interfaces aux machines, donc il est plein. Voilà, tout ça pour dire que nous, on a bien de la chance de l'avoir aujourd'hui comme conférencier. Vraiment, André, merci beaucoup. Et on te laisse la parole. Merci de m'accueillir parmi vous. Je vais donc essayer de répondre à la question que je t'ai proposée pour cette intervention. Avec le recul, je ne suis pas sûr que j'ai bien réfléchi à la question au moment où je te l'ai proposée. Mais je vais défendre ce piège soi-même, et là c'est un bon exemple. Donc l'idée c'est de vous parler très très rapidement d'innovation pédagogique et des méthodes qu'on utilise dans ce domaine pour produire des connaissances. Dans un deuxième temps, j'essaierai de défendre le point de vue selon lequel en pédagogie les solutions toutes faites ne marchent pas. On ne peut pas échanger des solutions en pédagogie. En pédagogie, on peut échanger des connaissances. Mais dans chaque situation, on va créer une nouvelle solution. Je vous donnerai des exemples de connaissances. J'aurais pu mettre un S en pédagogie. Et en fait, comme j'ai assisté à la première session, j'ai choisi de vous présenter des exemples de connaissances qui répondent à des présentations de la première session, de vous montrer en face des différents exposés qui ont eu lieu ce matin, de dire voilà le type de truc qu'on sait et qu'on ne sait pas, bien entendu. Et enfin, c'est seulement dans un dernier point, si vous n'êtes pas complètement épuisé, que j'essaierai de répondre à la question créer ou concevoir. Donc, par rapport à d'autres disciplines, le problème qu'on a en innovation pédagogique, c'est un problème de mémoire. On n'est pas une discipline basée sur des sciences. Et comme toutes les disciplines qui ne sont pas basées sur des sciences, on manque de mémoire. Le processus d'accumulation des connaissances en sciences qui fait que quand on a découvert quelque chose au XVIIe siècle, il y a deux solutions. Soit au XVIIIe siècle, on s'est rendu compte que c'était foireux et on l'oublie, soit ça reste valide et on le garde. Ce processus d'accumulation des connaissances scientifiques, nous ne l'avons pas en pédagogie. Ce qui fait que quand on est un peu spécialiste du domaine comme moi, on est extrêmement contrarié quand quelqu'un vous dise, je sais pas, les serious games. Oui, mais depuis l'Antiquité, on fait des serious games. Ça fait 2500 ans qu'on fait des serious games. Et donc, venez pas nous dire que c'est une idée nouvelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme on n'a pas de mémoire, bien entendu, c'est très facile de dire, les serious games, c'est peut-être chouette, c'est peut-être intéressant. Et c'est ça qui est la caractéristique d'une discipline non scientifique. C'est qu'on n'a pas ce dispositif d'accumulation de connaissances, et donc on a une espèce de processus de redécouverte perpétuelle d'idées anciennes qu'on a oubliées parfois depuis 40 ans. Si j'ai pris l'exemple des serious games exprès, parce qu'il y a 40 ans, on appelait ça le ludo-éducatif. C'est exactement la même chose, et puis le ludo-éducatif est passé de mode. Il a suffi de 10 ans pour l'oublier, et hop. Et c'est un peu ça la caractéristique de notre domaine. Ensuite, dans notre domaine, comment on produit des connaissances? On produit des connaissances essentiellement en utilisant une démarche expérimentale, avec une répartition aléatoire des étudiants dans deux conditions. Ceux qui vont être dans une condition où ils apprennent avec un dispositif innovant, et ceux qui apprennent la même chose pendant le même temps avec un autre dispositif non innovant, le dispositif de référence.
Et ce qu'on va mesurer, c'est le plus souvent les progrès, c'est-à-dire la différence entre le niveau des étudiants avant l'enseignement et le niveau des étudiants après l'enseignement. Donc on regarde si les enseignants qui étaient dans le dispositif innovant ont plus progressé que les étudiants qui étaient dans le dispositif de référence. Et ensuite, quand on obtient un résultat, eh bien, on fait de la réplication. Un résultat en soi n'a aucune valeur. C'est un résultat répliqué dans des disciplines différentes, dans des pays différents, avec des étudiants de niveaux différents. Voilà, quand on a ces trois types de réplication, là on dit, bon, on commence à tenir quelque chose. Je vous donne un exemple. Il y a un truc qui est assez à la mode dans les universités, en Europe et ailleurs, qui est de dire mes cours de sciences physiques, au lieu de les faire en français pour mes étudiants français, je les fais en anglais. Comme ça, mes étudiants français, ils vont progresser en anglais et ils vont progresser en sciences physiques. Vous voyez cette idée qui est extrêmement promue. Et nous, quand on voit une idée comme ça, on se dit, ok, pourquoi pas, testons cette idée. Hein. On prend l'idée et on la considère comme une hypothèse. Donc on fait comme tout le monde, on fait d'abord un examen de la littérature. On voit que sur ce sujet, il y a énormément de publications en ce moment. Une controverse violente avec des gens qui disent ça marche et des gens qui disent c'est tout pourri. Et un énorme problème de ce qu'on appelle un biais de recrutement. C'est-à-dire que généralement, dans les filières où on enseigne les sciences physiques en anglais, on prend que des bons étudiants et on conclut qu'ils sont bons à la fin. Et donc, si un dispositif permet aux étudiants qui sont bons d'être bons, ça ne sert à rien. On n'a absolument pas montré l'intérêt d'enseigner une telle discipline scientifique en anglais. Donc on se dit, nous, on va essayer de voir comment on peut contourner ce biais de sélection. Donc typiquement, on prend des étudiants qui sont dans une filière tout à fait ordinaire, ici ils sont en droit. On prend des étudiants qui, par ailleurs, dans leur cursus, la langue vivante, choisissaient l'allemand. Et ces étudiants-là, par tirage au sort, on les répartit dans 3 conditions expérimentales. Dans la première condition, c'est notre groupe contrôle. Ils vont étudier le texte qui nous intéresse en français. C'est un texte sur la Cour européenne de justice. C'est un contenu qui est nouveau pour ces étudiants en droit, un domaine qu'ils ne connaissent pas. Le groupe qui nous intéresse, c'est le groupe qui va avoir le texte en allemand. C'est bien ça l'idée qu'ils vont pouvoir apprendre de l'allemand et apprendre du droit en même temps. Et puis il y a notre troisième groupe, qui est un groupe qu'on a conçu, nous, à partir de la littérature. Il y a une littérature qui est très solide dans ce qu'on appelle le problème résolu. C'est si vous donnez un problème trop exigeant à vos étudiants, ils vont investir tellement de ressources dans la résolution du problème qu'ils ne vont pas apprendre. Et l'idée est de dire, effectivement, si le texte sur la Cour européenne de justice en allemand est tellement exigeant, une façon de résoudre le problème, c'est leur donner le texte en allemand avec la traduction en français. Vous voyez, on résout le problème de l'accès au sens à la place de l'étudiant. Vous comprenez la démarche ? Et puis on évalue 3 choses. Traduction de mots allemands contenus dans le texte, les notions abordées de droit, la compréhension des notions. Et je vous promets que la Cour européenne de justice, c'est migraine assurée. Enfin, c'est des notions qui sont vraiment, vraiment complexes. Et ensuite, on leur fait faire un test de transfert, c'est-à-dire on regarde si certains mots contenus dans le texte, ils sont capables de les réutiliser dans des phrases qui n'ont pas de lien avec le sens du texte. D'accord ? Donc c'est le processus de transfert, on va dire c'est purement linguistique. Ça n'a rien à voir avec le droit. On contrôle leur niveau en allemand, on contrôle leur niveau en droit, et voilà le genre de résultat qu'on obtient. Les étudiants du groupe du milieu, vous voyez, c'est ceux qui avaient le texte en allemand. On voit que pour le post-test de langue, comme pour le post-test de contenu, ils sont moins bons que les étudiants qui ont eu le texte en français, et moins bons que ceux qui ont eu le texte en allemand traduit en français. Sur le post-test de transfert, nous n'avons eu aucune différence significative
entre les trois groupes. Et puis après, bien entendu, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réplique. La même expérience, mais cette fois-ci avec des anglicistes. Le même texte de droit, mais on réplique en changeant de discipline. On va le faire en anglais, mais avec des étudiants de l'IUT informatique de Toulouse, sur un contenu en informatique. Ensuite, on va répliquer à l'oral. Est-ce qu'en compréhension orale, c'est pareil qu'en compréhension écrite? On réplique avec de l'oral avec sous-titres, etc., etc. Et pour l'instant, tous les résultats qu'on a répliquent ce pattern en V. C'est-à-dire que la condition la moins bonne, c'est celle qui est promue dans la plupart des universités européennes. Donc après, c'est toujours agréable d'être contrariant, hein, notamment avec les politiques éducatives. Donc voilà le genre de méthode que nous utilisons. Alors, la première idée, les solutions toutes faites, c'est donc ce que j'ai essayé d'aborder dans un bouquin récent. C'est une solution toute faite, c'est par exemple les élèves apprennent mieux en groupe. Découvrir par soi-même permet de mieux apprendre. Un petit peu comme si, quelle que soit ma situation d'enseignement, j'ai des sortes de façons d'enseigner qui sont efficaces à tous les coups. Et je vais vous montrer que des façons efficaces d'enseigner à tous les coups, en fait, ça n'existe pas trop. En tout cas, pas à ce niveau de généralité. Si je prends la première, les étudiants apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes. C'est une idée qui est très ancienne, bien entendu, qui est absolument centrale. C'est une idée qui est tellement puissante que même avec les rats dans un laboratoire, dans un labyrinthe, ça marche. Si vous mettez un rat dans un labyrinthe, à l'entrée du labyrinthe, de la nourriture à la sortie du labyrinthe, d'accord? Soit vous guidez le rat, c'est-à-dire il n'y a aucune impasse dans le labyrinthe. Vous lui faites faire un certain nombre d'essais. Vous prenez le même labyrinthe, mais vous ouvrez toutes les impasses de sorte qu'il peut se perdre. Ce qu'on montre très bien, c'est que le rat qui n'a pas d'impasse, il trouve beaucoup plus vite la nourriture, jusqu'au jour où vous le mettez dans un nouveau labyrinthe. Là, le rat qui a été guidé, il est complètement perdu, il ne s'en sort pas. Par contre, le rat qui a exploré le premier et qui a été beaucoup moins efficace dans un premier temps, il a été beaucoup plus efficace pour apprendre, c'est-à-dire réutiliser ses connaissances dans d'autres contextes. Donc c'est une idée, on se dit si ça marche même avec les rats, c'est que ça va être une idée quand même très puissante. Après, quand on regarde la littérature un peu théorique, en pédagogie, c'est une idée qui est puissante, mais le premier truc qui fait que je me méfie, c'est que, à l'appui de cette idée, vous avez des arguments extrêmement différents. Et vous savez, ce vieux truc avec les enfants, quand ils vous expliquent qu'il y a 10 bonnes raisons qui expliquent pourquoi ils n'ont pas fait leur devoir, c'est que c'est foireux. Quand il y en a une seule, là on se dit peut-être que c'est sérieux, mais dès qu'une personne a plusieurs excuses, vous savez que c'est... Et c'est un peu ce qu'on a déjà, c'est qu'il y a tellement d'arguments à l'appui de l'apprentissage par découverte que c'est un petit peu... ça donne envie d'aller gratter. Les fondements théoriques aussi, c'est-à-dire les théories de l'apprentissage qui soutiennent cette idée-là, sont extrêmement diverses et de nature complètement opposée. Quand on regarde le bilan des travaux, il y a des centaines de publications par an sur cette question de l'apprentissage par découverte. On voit que peut-être, dans un premier temps, c'est-à-dire l'apprentissage par découverte poussé à fond, vous savez, vous dites aux étudiants, voilà le problème à résoudre, et puis on revoit dans 3 mois, vous voyez, on confond apprentissage par découverte et apprentissage en autonomie, ça marche pas. Ce qui compte dans le processus de découverte, c'est le processus de découverte, c'est pas démerde-toi. C'est que dans la découverte, il y a des moments où on a besoin d'être guidé, et puis il y a des moments où on a besoin de faire des hypothèses soi-même, il y a des moments où on a besoin d'élaborer un dispositif, une méthode par exemple, un dispositif de mesure, puis il y a des moments où on a besoin d'être guidé, parce que ce type de mesure, on ne sait pas le réaliser. Après, on voit dans la littérature qu'il y a un argument qui est souvent confus, c'est qu'on ne sait pas trop si
un peu comme dans la pédagogie par projet qui a été évoquée plusieurs fois ce matin, c'est que parfois on vous dit c'est important de découvrir parce qu'on est dans une formation scientifique. Et au bout du compte, ce qu'il faut, c'est qu'il maîtrise le processus de découverte. Et à d'autres moments, on vous dit non, le processus de découverte, c'est juste un moyen pour apprendre des connaissances en sciences. Et en pédagogie, généralement, quand on attribue deux fonctions au même truc, on se dit, bon, ça peut marcher dans un des cas, un truc qui marche dans deux cas pour deux finalités différentes, c'est pas forcément efficace. Et la plupart du temps, c'est même inefficace. Une autre chose, c'est qu'on se rend compte au niveau théorique que les gens qui parlent d'apprentissage par découverte, ils citent essentiellement des références en apprentissage naturel. C'est-à-dire quand des animaux ou quand des humains découvrent par eux-mêmes dans leur environnement et qu'ils créent des connaissances par interaction dans l'environnement. Or, les écoles existent justement parce que l'apprentissage naturel, ça suffit pas. Si vous attendez que des élèves de collège découvrent par eux-mêmes le théorème de Pythagore, vous pouvez vous gratter pendant un moment, quoi. Je veux dire, ça marchera pas. L'école existe justement parce qu'il y a des choses qu'on ne découvre pas par soi-même. Par contre, utiliser la télécommande ou utiliser l'iPhone, là, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Vous voyez, là, il y a une différence de nature entre les connaissances qu'on peut découvrir par soi-même, utiliser une télécommande, et les connaissances qu'on ne peut pas découvrir par soi-même, notamment parce qu'elles sont inintéressantes. Il y a des connaissances qui ne sont pas sexy. C'est tout. Et sauf que si vous ne maîtrisez pas cette connaissance, derrière, vous ne pourrez rien construire. Et donc, voilà, c'est une des choses à laquelle sert l'enseignement, c'est que il y a des connaissances, il faut bien les avoir pour construire derrière. Après, derrière, il peut y avoir une connaissance super intéressante. Mais l'enseignement, c'est aussi apprendre des connaissances qui sont, par exemple, des bases. Alors que dans notre environnement, et par interaction avec notre environnement, on apprend essentiellement des connaissances fonctionnelles, c'est-à-dire les connaissances qui nous permettent d'agir dans notre environnement. Je vous donne un exemple. On a dans une ANR là qu'on vient de boucler, on a recruté un peu plus de 130 enseignants et par tirage au sort, 67 ont bénéficié d'une formation à la démarche d'investigation, une formation de 60 heures, et l'autre moitié n'ont pas bénéficié de cette formation. En fait, ils n'ont pas bénéficié pendant la durée de notre travail. Vous voyez, on leur dit, bon, vous aurez la formation, mais l'année suivante. Pendant 3 ans, on a observé comme ça des cohortes d'enseignants formés et non formés. On a observé les formations, on a observé ce qui se passe dans les classes, des enseignants qui ont bénéficié de la formation et ceux qui n'ont pas bénéficié de la formation. Et surtout, pour ma partie, on a mesuré les progrès des élèves. Est-ce que les élèves qui ont des enseignants formés à la démarche d'investigation apprennent mieux les sciences que les élèves des enseignants qui n'ont pas été formés à la démarche d'investigation? On a obtenu des résultats contrariants, encore une fois. On a 2 effets significatifs. Le premier, c'est que les enseignants formés, c'est des enseignants du premier degré, c'est-à-dire qui enseignent toutes les disciplines. Les enseignants qui ont été formés consacrent plus de temps à enseigner les sciences que les enseignants qui n'ont pas été formés. Et la seule amélioration qu'on a dans les apprentissages, c'est à peu près la seule chose qui n'intéresse pas les promoteurs de l'apprentissage de ce type-là, c'est-à-dire les connaissances factuelles en sciences. Et il est très difficile de savoir si l'effet que nous avons eu sur l'apprentissage des connaissances factuelles est lié à la démarche d'investigation ou à l'augmentation du temps. Cette variable confondue, en tout cas avec les outils statistiques qu'on utilise, elle est très difficile à isoler. Par contre, on n'a pas d'effet d'amélioration de la motivation, ni d'amélioration du raisonnement scientifique, ni d'amélioration dans la maîtrise de la démarche d'investigation. Bon, le résultat que nous avons obtenu n'est pas
original, hein, c'est depuis une quarantaine d'années, la littérature sur la démarche d'investigation en sciences produit ce type de résultats qui montrent que, encore une fois, il n'y a pas une panacée, il n'y a pas une bonne façon d'enseigner les sciences et une mauvaise façon d'enseigner les sciences. Ça dépend à chaque fois de l'objectif qu'on poursuit. Je donne un deuxième exemple, apprendre en groupe, hein, c'est toujours mieux d'apprendre en groupe. Ça, c'est une idée qui est un peu plus récente, c'est surtout une idée du XXe siècle. Actuellement, dans la recherche en éducation, c'est le thème le plus étudié au monde. Si vous allez sur Google Scholar et que vous tapez l'expression exacte collaborative learning, vous récupérez à peu près 20 000 publications par an sur ce sujet-là. Il y a des arguments de type sociaux, hein, c'est important de travailler en groupe pour apprendre à travailler en groupe. Des arguments naturalistes, les enfants apprennent mieux en groupe parce que la collaboration est quelque chose de naturel chez les êtres humains. Et des arguments pédagogiques qui est que on va réaliser certains apprentissages en groupe mieux que tout seul. Je donne un exemple de recherche, c'est une étudiante en thèse aux Pays-Bas qui a fait cette très jolie étude. Elle proposait à des élèves de résoudre des problèmes seuls ou en groupe, et ces problèmes étaient soit simples, soit compliqués. Et elle obtient un très beau résultat, c'est que pour les problèmes simples, les élèves progressent plus quand ils sont seuls que quand ils sont en groupe. Par contre, pour les problèmes difficiles, les problèmes compliqués, c'est la condition en groupe où ils sont meilleurs, et la condition seule, ils n'y arrivent pas. L'idée, c'est que le fait de travailler en groupe accroît l'exigence d'une tâche, ça l'accroît inutilement si l'apprentissage est à la portée de l'élève tout seul. Si en revanche, l'apprentissage proposé n'est pas à la portée d'un élève tout seul, le fait de se mettre à 3 ou 4 pour résoudre le problème, par exemple, augmente la probabilité qu'on va résoudre le problème. J'ai une thèse la méthodologie de cette thèse est très élégante, je trouve. Et donc aujourd'hui, on a ce genre de synthèse de la littérature. Là, je vous ai pris une synthèse récente qui est capable, vous imaginez bien, avec 20 000 publications par an, qu'on commence à avoir de la matière, surtout qu'il y a quand même une bonne quarantaine d'années de publications sur ce thème-là. Donc on commence à pouvoir identifier des conditions d'efficacité de l'apprentissage en groupe. Et c'est... autrement dit, c'est pas l'apprentissage en groupe, ça marche ou ça marche pas. C'est selon telle condition, selon tel objectif, alors l'apprentissage en groupe va améliorer les apprentissages ou au contraire ne pas les améliorer. Enfin, je prends un dernier exemple sur la classe inversée, qui est un exemple encore plus récent, hein, puisque ça fait quand même que 12 ans, 13 ans qu'on entend parler de ça. C'est quelque chose qui, contrairement aux idées précédentes, est beaucoup plus une idée pratique qu'une idée soutenue par des raisonnements théoriques ou conceptuels. Le problème, quand vous vous intéressez par exemple à l'éducation au Moyen-Âge, la façon classique d'enseigner au Moyen-Âge ressemble très très fortement à ce qu'on appelle la classe inversée aujourd'hui. C'est-à-dire la lecture précède toujours, et c'est après la lecture que l'interaction avec l'enseignant commence, et il y a une partie de l'interaction qui commence autour d'un débat. Ce que nous avons lu, nous allons en débattre entre étudiants d'abord et ensuite entre étudiants et professeurs, et à la fin, le professeur fait la conclusion. Donc il y a la lecture, il y a la dispute, et ensuite l'enseignant reprend la main et dit bon, de tout ça, ce qu'il faut garder, c'est quand même ceci et cela.
Il y a quand même des différences entre ce qu'on appelle, notamment parce qu'il y a des vidéos alors qu'il n'y en avait pas au Moyen-Âge. Mais, mais ce qui est surtout intéressant sur la classe inversée, c'est qu'il y a très peu d'études qui respectent le protocole que je vous ai indiqué au début. Vous savez, groupe expérimental, groupe contrôle, les élèves répartis aléatoirement dans les deux groupes, pré-test et post-test. Et même, il faut dire la vérité, si vous regardez les publications jusqu'en 2017-2018, il n'y a pas une seule publication qui respecte ce protocole. Après, il y a des arguments qui, je vais reprendre sur les vidéos de cours et sur le fait qu'un cours magistral serait un lieu sans interaction. Il y a des choses très simples à faire. Il y a même des publics là-dessus, c'est génial. Hein, vous faites un cours magistral, exactement le même cours, avec le même prof. D'accord? Des étudiants du même niveau, le même contenu, le même temps. Hein. Tout est égal. Juste, au lieu du prof, vous mettez un magnétophone. Le niveau de compréhension chute de façon vertigineuse. Parce que, bien entendu, il n'y a pas besoin de parler pour être en interaction. Rien que le fait de voir un professeur, c'est une interaction. Rien que le fait qu'un prof voit que vous ne comprenez rien à ce qu'il raconte, c'est une interaction. Après, la question, c'est comment le prof gère ça. Est-ce qu'il en tient compte, le fait que ses élèves... Mais ça, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien entendu, un cours en amphi peut être extrêmement interactif ou absolument pas interactif. J'ai même vu une manip géniale où ils ont même contrôlé la version où le... Ça tourne le dos. Ouais. Ils tournent le dos pendant 1 heure. C'est catastrophique. Hein. Ça marche pas. Hein. Bizarrement, quand les humains... il y a quelque chose qui se passe. Quoi. C'est quand même... Et même des collègues de l'Université de Chicago ont fait un truc fabuleux. Je vais y revenir peut-être tout à l'heure à propos des vidéos. C'est la différence entre un prof qui peut utiliser ça et un prof qui a les mains derrière le dos. C'était un cours de maths. Les équations étaient préécrites, donc c'était un diaporama où le truc s'écrit au fur et à mesure. Donc l'oral était exactement dans les deux conditions expérimentales. Les équations étaient bien entendu les mêmes, mais s'affichaient exactement avec le même timing. La seule différence, c'est les bras. Mais quand vous bougez les bras, vous faites quelque chose de vachement important dans l'interaction avec les étudiants, surtout quand vous êtes méditerranéen comme moi. Et surtout, vous faites autre chose, c'est que vous synchronisez l'oral et ce qui est affiché. En fait, vos doigts, ils servent essentiellement à cette synchronisation, qu'on avait très bien avec la craie ou le stylo, et qu'on a intérêt à maintenir quand on utilise le diaporama. Mais le niveau de compréhension en maths des étudiants chutait juste en enlevant les bras. Donc après, quand on me dit un cours magistral, c'est pas interactif, c'est une ânerie de dire ça. Il y a énormément d'interactions dans un cours magistral, et après, bien entendu, une énorme variation dans le niveau d'interaction. Certains ont une interaction extrêmement faible, d'autres une interaction extrêmement riche. Alors, je voulais, en vous ayant écouté attentivement, vous donner quelques exemples de connaissances que nous avons dans le domaine. Par exemple, j'ai vu que dans 1 ou 2 exposés, le vôtre notamment, vous prenez en compte l'évaluation de l'enseignement par les étudiants. Et là, les recherches dans le domaine montrent que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter. Hein. Ça veut dire que c'est juste la fiabilité, elle est égale à 0. Ce que pensent les étudiants d'un cours n'est absolument pas un indicateur de la qualité du cours. Alors, qualité voulant dire, si je vous prends la première référence, hein, la première référence, c'est une méta-analyse de la littérature. Ils ont récupéré toutes les études où vous avez les 2 valeurs, la note attribuée par les étudiants et les progrès faits par les étudiants au cours du semestre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un enseignant de qualité? C'est un enseignant qui fait faire des progrès à ses élèves dans le domaine où il enseigne. D'accord?
quand vous avez ces deux données, vous pouvez calculer un R, un coefficient de corrélation, entre la note qu'a reçue le prof et la quantité de progrès. Et voilà, le coefficient de corrélation, il est à 0,1. C'est absence totale de corrélation. Une autre étude que j'adore, en fac de médecine, ils ont pris des étudiants, deux conditions expérimentales, le même cours, d'accord ? Sauf qu'en médecine, vous savez, il y a plein d'étudiants. Donc le cours, il est refait, je ne sais pas, 8, 9 fois, 10 fois. Il y a deux conditions expérimentales. Soit il y a un cours, soit il y a un cours plus des biscuits au chocolat distribués aux étudiants. Les questions posées, c'est est-ce que l'objectif du cours était clairement présenté ? Est-ce que l'enseignement était de qualité ? Est-ce que les supports étaient clairs, etc. Chaque fois, effet significatif. Le gâteau au chocolat fait que l'objectif du cours est mieux présenté, etc., etc. Donc, et attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'évaluation par les étudiants. L'évaluation par les étudiants est extrêmement utile. C'est juste dire que l'évaluation par les étudiants, elle nous renseigne sur tout un tas de choses extrêmement importantes, mais elle ne nous renseigne pas sur la qualité de l'enseignement. Par contre, elle nous renseigne sur leur vécu de l'enseignement, elle nous renseigne sur ce qu'ils ont apprécié dans l'enseignement, etc. Donc c'est extrêmement utile, mais ce n'est pas une bonne mesure de la qualité de l'enseignement. Alors, sur le fait de mettre des vidéos, des vidéos de ligne en cours, il y a encore peu de recherches, mais les recherches montrent quelque chose qui, je trouve, extrêmement intéressant, c'est que, selon les étudiants, le fait que la vidéo soit en ligne va améliorer les performances des étudiants. Sur d'autres étudiants, ça va y avoir une absence d'effet, et sur d'autres étudiants, ça va détériorer l'apprentissage. Certains étudiants, notamment, croient que parce que les vidéos sont en ligne, ils peuvent ne plus aller en cours. Je vous parle là d'une expérience qui a été faite sur des cours obligatoires. Étudiants qui, malgré que le cours soit obligatoire, décident, sauf que ils ne vont pas en cours, mais ils ne regardent pas la vidéo non plus. Parce que pour décider de regarder la vidéo au lieu d'aller boire une bière avec les copains, ou d'autres vont en cours et regardent la vidéo. Voire même, quand ils ont analysé les logs sur le système, vous en voyez, non seulement ils vont en cours, mais ils regardent les vidéos, notamment juste avant l'examen. Et eux, leur performance augmente énormément. Et donc, vous avez des étudiants qui comprennent la complémentarité qu'il y a entre aller en cours et regarder les vidéos. D'autres qui, en gros, sont feignants ou n'ont pas envie d'apprendre. Et en quelque sorte, la vidéo, ça leur sert d'alibi. Dans le sens, c'est moins visible quand je ne regarde pas la vidéo que je suis chez moi, plutôt que quand je ne vais pas en cours, où ça peut se voir notamment s'il y a une feuille d'émargement. Ça, c'est un domaine de recherche qui est encore peu investigué, et à mon avis, il faudrait qu'on progresse. Alors, j'ai beaucoup aimé quand vous avez présenté, parce que vous avez complètement raison. Mettre sa tête, ça ne sert à rien. Mais, là aussi, paradoxe préférence-performance, les étudiants apprécient. C'est-à-dire, si vous regardez leurs notes cours en ligne avec la tête, il n'y a aucune différence. Par contre, si vous regardez le jugement qu'ils donnent sur la vidéo, ils trouvent la vidéo bien meilleure quand il y a la tête. Ce qui est une preuve de plus qu'ils ne connaissent rien à l'enseignement, mais ce n'est pas leur métier, c'est normal. Par contre, si on ne parle pas de la tête, mais qu'on parle du tronc ou du corps entier, là, il commence à y avoir les gestes. Et pour certaines vidéos, en fait, les enseignants enregistrés vont énormément utiliser leurs bras, leurs mains, et certains même, vous savez, quand vous avez des montages avec le prof qui est là et les diapos, vont continuer les gestes déictiques, les gestes qui désignent ceux qui sont en train de parler, et là, on a une augmentation de la performance, même si vous, ce que vous avez fait, c'est que, comme vous n'étiez pas filmé, c'est les petites flèches que vous avez mises dans vos schémas qui avaient cette
fonction de synchronisation entre ce que vous étiez en train de dire et ce qu'il fallait regarder à la vidéo, ce qui est de loin le plus efficace. Et ça, par contre, il y a énormément de recherches là-dessus. C'est le regard des étudiants a besoin d'être guidé. Il n'y a que quand vous avez bien compris un phénomène que vous savez où regarder. Tant que vous n'avez pas compris le phénomène, votre regard, il se pose de façon aléatoire sur un schéma. Et donc, notre voix, elle commente bien un schéma si notre œil est bien synchronisé avec le commentaire. Et cette fonction de synchronisation, c'est notre corps qui la joue, ou alors dans les vidéos, c'est des flèches, c'est des trucs d'éclairage là qui se déplacent, et c'est des zooms. C'est 3 grandes fonctions qu'on peut utiliser pour jouer ce rôle de guidage du regard. Il y a une littérature très intéressante sur le fait que les vidéos produisent un effet de fausse facilité. Le contenu, vous le donnez en vidéo, avec un prof qui parle, par exemple, ou vous le transcrivez et vous en faites un texte. Texte à lire ou vidéo à écouter, à regarder, à écouter. Les étudiants vont vous dire « j'ai beaucoup mieux compris avec la vidéo ». Le contenu était beaucoup plus accessible, etc. Et vous faites la même chose, mais au lieu de demander l'avis des étudiants, vous évaluez leur compréhension, et là vous vous rendez compte qu'ils comprennent mieux le texte que la vidéo. Si on est à temps comparable, c'est-à-dire vous leur donnez 10 minutes pour regarder la vidéo, 10 minutes pour lire le texte. En fait, il y a une raison qui est très simple, c'est que la vidéo, c'est un flux continu, et quand vous n'avez pas compris quelque chose, c'est rare de penser à arrêter la vidéo, revenir en arrière, réécouter le passage difficile. Avec le texte, on le fait automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Dès que vous ne comprenez pas quelque chose, vos yeux, naturellement, ils reviennent au début du paragraphe et ils relisent. Alors, juste pour dire, si vous me posez la question de dire, oui, mais alors, il suffit de dire aux étudiants de faire des pauses, là, on a un effet qui marche super bien, c'est que les bons étudiants qui comprennent font des pauses et reviennent en arrière au moment où c'est pertinent. Et les étudiants qui sont en difficulté ne font pas de pause. Ou alors ils font des pauses aléatoires, qui n'ont rien à voir avec le sens du document qu'ils écoutent ou qu'ils regardent. La complémentarité parole-image est très positive. Par contre, la redondance parole-texte, tu sais, dans le document que tu as présenté, où on entendait les étudiants, il y avait le sous-titre. En fait, ça, c'est très, très perturbant. Parce qu'on a une sorte de difficulté à inhiber notre regard sous les sous-titres. Si tu veux, là, l'idée, ce serait, moi qui comprends ce que les gens disent, c'est du français, etc. Normalement, il faudrait que je ne lise pas les sous-titres et juste que je les écoute. Mais si tu veux, mon regard échappe en quelque sorte à ma volonté, et il y a plein de moments où je vais aller lire les sous-titres, sauf que, en fait, il y a un truc qui est très connu, c'est que ton regard en lecture va à peu près 3 à 4 fois plus vite qu'à la voix. Et donc, si je me mets à lire le sous-titre pendant que la personne parle, je vais aller beaucoup plus vite, et à un moment, je vais me retrouver en train de lire un mot pendant que la personne en prononce un. Alors que le sous-titre est très utile en langue étrangère, je ne maîtrise pas telle langue, ma non-maîtrise de l'oral, je la récupère avec les sous-titres traduits, alors que quand c'est dans ma langue, et c'est ça qui est assez intéressant, que c'est autant la complémentarité parole-image est sans doute ce qu'on peut faire de mieux pour aider à comprendre, autant la redondance parole-texte. Et là, il y a beaucoup de publications. Je vous ai une ref qui est une synthèse. Et vous avez été plusieurs à évoquer, à rendre compte de choses qui relèvent de la pédagogie par projet. Et ça, c'est typiquement quelque chose, en pédagogie, on ne connaît rien. Il y a très peu de recherches sur la pédagogie par projet. C'est des recherches qui sont souvent très mauvaises.
la méthodologie est pas bonne. Et quand vous avez une méthodologie rigoureuse, vous allez trouver une trentaine de publications sur la pédagogie à projet avec une méthodologie qui tient à peu près la route, mais souvent ce qui est évalué, c'est la satisfaction des étudiants et pas l'apprentissage des étudiants. Donc voilà, c'est un domaine typique dans lequel nous ne savons rien. Donc je ne peux rien vous dire sur la pédagogie par projet. C'est comme ce matin, j'ai beaucoup aimé votre réponse sur les méthodes agiles. Voilà, vous ne savez rien, moi non plus, je ne sais rien sur la pédagogie par projet. Alors que je viens de faire une revue de la littérature sur le sujet. Dans la littérature, on trouve que des choses indigentes. Enfin, je parle de la littérature qui essaye d'évaluer la pédagogie par projet. Après, bien entendu, il y a des projets pédagogiques qui sont super intéressants. D'autres choses qu'on sait, par exemple, c'est que les apprentissages en contexte académique sont dépendants de facteurs motivationnels, ils sont dépendants de l'attention, ils sont dépendants de la réalisation de la tâche, c'est-à-dire ce qu'on fait faire aux étudiants pour qu'ils apprennent, résoudre un problème, conduire un projet, étudier un document, organiser une controverse scientifique, ça c'est la tâche, l'activité qu'on leur propose, mais aussi des processus cognitifs d'apprentissage. C'est-à-dire que quand je donne un problème à résoudre à mes élèves, la résolution de problème, ça n'est que le moyen. Moi, ce que je veux, c'est que le concept, la notion, le théorème, cette activité de résolution de problème, elle puisse être comprise, elle puisse être au service de la compréhension de cette notion. Et ce qu'on sait, c'est qu'il peut vite y avoir une concurrence entre ces deux processus. C'est-à-dire que si la tâche, l'activité que je propose à mes étudiants, le projet, le problème, l'étude de documents, l'enquête, la controverse, ce que vous voulez, si ça, c'est trop exigeant, si les étudiants mobilisent toutes leurs ressources là-dessus, alors ils pourront réaliser l'activité, mais ne pas en apprendre grand-chose. Il y a une sorte d'équilibre à trouver entre la mobilisation des étudiants pour l'activité et l'apprentissage qui va en ressortir. Autrement dit, il y a une chose qu'on sait en pédagogie, c'est si vous avez deux activités à votre disposition pour apprendre la même chose, notamment si vos étudiants sont pas très bons ou pas très motivés ou ont peu de connaissances dans le domaine, prenez la version de l'activité la plus facile plutôt que de prendre la plus difficile. Ça ne sert à rien de mettre des difficultés dans l'activité. Ce qui compte, c'est l'apprentissage. L'activité n'est qu'un prétexte pour apprendre. Bon, après, il y a d'autres choses qu'on sait, par exemple les niveaux d'engagement, qui est que finalement, dans toute situation d'enseignement, selon la consigne que vous donnez à vos étudiants, ils seront passifs, ils recevront vos explications, ou ils seront actifs, ils vont s'engager dans une activité, ils vont manipuler, ils vont sélectionner, etc. Ou ils seront constructifs, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre des choses que vous ne leur avez pas expliquées, ils vont faire des inférences, ils vont faire des hypothèses, ou ils vont être interactifs, c'est-à-dire qu'ils vont co-élaborer des connaissances. Et on sait que toutes choses égales par ailleurs, vos étudiants apprendront mieux au niveau 4 qu'au niveau 3, qu'au niveau 2, qu'au niveau 1, mais le niveau 4 est plus exigeant que le niveau 3, qui est plus exigeant que le niveau 2, qui est plus exigeant que le niveau 1. Si ce que vos étudiants apprennent est atteignable par quelque chose au niveau 2, ça ne sert à rien de les amener au niveau 4. Vous voyez l'idée. Par contre, si ça peut être atteint qu'au niveau 4, ben, il faut les amener au niveau 4. Et donc, on a une sorte d'équilibre à trouver entre la profondeur de l'engagement des étudiants dans l'apprentissage et le résultat obtenu. Okay ? Si vous avez un truc à leur faire apprendre par cœur, vous pouvez rester au niveau 1. Ça suffit le niveau 1 pour apprendre quelque chose par cœur. Par contre, si vous voulez, c'est qu'ils comprennent et qu'ils maîtrisent une méthodologie de conduite de projet,
là, ça va être difficile de faire l'impasse sur le niveau 4. Vous voyez, et si vous leur demandez d'apprendre par cœur une méthodologie de conduite de projet, ça risque de servir à rien. Ça va ? Après, là, les auteurs qui ont fait cette synthèse, ils ont montré que toutes les tâches que vous proposez, écouter un cours, peut être fait au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Ça dépend de votre façon de faire cours. Lire un texte, ça peut être fait au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. C'est-à-dire que toute tâche que vous faites faire à vos étudiants, c'est votre consigne, c'est votre mise en scène qui va amener les étudiants vers des niveaux d'engagement profonds ou au contraire vers des engagements plus superficiels. Vous avez aussi une littérature qui est par exemple, si vous voulez amener vos étudiants au niveau 3, celui-là, ben, cette littérature vous dit, ben voilà, toutes les techniques qui existent pour amener les étudiants au niveau 3, et pour chaque technique, vous avez une mesure de l'efficacité, et on dit, ben voilà, telle technique, elle marche tout le temps, ou telle technique, elle marche de temps en temps, ou telle technique... Donc ça, cette littérature, elle existe. D'autres choses qu'on sait, c'est que par exemple, en début d'apprentissage, il vaut mieux demander aux étudiants d'étudier un problème résolu que de résoudre un problème par eux-mêmes. En fin d'apprentissage, il vaut mieux donner un problème à résoudre qu'un problème résolu à étudier. Voilà le genre de connaissances qu'on a en pédagogie. Donc l'idée, c'est que en tout cas, la proposition, c'est que si l'innovation est basée sur deux grandes activités, l'activité de création et l'activité de conception, et que l'activité de création réfère essentiellement à l'innovation dans les disciplines artistiques, où qu'on va rechercher à partir d'une connaissance. L'innovation n'est basée que sur la connaissance. Si vous n'êtes pas compétent dans un domaine, vous ne pouvez pas innover dans ce domaine. Mais une fois qu'on a réglé cette histoire de connaissance, on va rechercher des variations, et ce qui caractérise la création, c'est qu'au moment où je me lance dans un processus de création, je ne sais pas quel résultat va être obtenu. La conception, au contraire, elle vise un objectif, elle passe par un travail de caractérisation de cet objectif, elle prend en compte des contraintes, elle prend en compte des ressources, elle utilise des méthodes, elle utilise des connaissances pour atteindre cet objectif qui est défini, qui est mal défini à l'avance. Et le processus de conception, c'est bien une élucidation de cet objectif et une atteinte de cet objectif par des démarches rigoureuses. Et aboutir à quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on cherchait, c'est un plus dans le domaine de l'art, et c'est un moins dans le domaine de la conception. Vous voyez l'idée ? Et donc, pour moi, en tout cas, c'est le point de vue que je défends, l'enseignement relève beaucoup plus de la conception que de la création. Parce que quand on conçoit un enseignement, c'est toujours en référence à un objectif qui est que, à la fin du semestre, je veux que mes étudiants sachent ça. À la fin de ce semestre, je veux que mes étudiants aient développé telle connaissance ou telle compétence. Et on a une littérature qui, aujourd'hui, est capable de décrire les étapes de l'activité de conception d'un enseignement, comme par exemple le fait de spécifier le but d'apprentissage, le fait de définir que concevoir un cours, c'est bien savoir où en sont mes étudiants, où est-ce que je veux les amener, et identifier les étapes qui vont me permettre de les amener de là où ils en sont à là où je veux les amener. Concevoir l'enseignement, c'est concevoir des tâches, des activités. Qu'est-ce que je vais leur faire faire ? Un projet, un problème, une étude de document, la rédaction d'un rapport. J'ai toutes ces activités qui sont à ma disposition pour enseigner. Et mon boulot d'enseignant, c'est bien de choisir la bonne tâche pour atteindre cet objectif. Ensuite, quand je conçois un enseignement, il faut que je sache engager mes étudiants. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont s'impliquer dans cet enseignement que je leur propose ?
Qu'est-ce que je vais faire pour que cet enseignement soit intéressant, soit impliquant? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il vienne? Je vais aussi concevoir des supports pour l'enseignement, des documents, des diapositives. Ensuite, quand on conçoit un enseignement, on doit aussi répondre à la question comment je vais évaluer au cours de l'enseignement que ça passe pas. Comment je vais vérifier que les étapes intermédiaires de mon... Voilà. Comment je vais vérifier qu'il y a un nombre raisonnable d'étudiants qui sont largués et d'étudiants qui ne sont pas largués. Quel est mon seuil? Est-ce que je peux me permettre 10% d'étudiants qui ne sont pas au niveau ou non, je ne peux pas me le permettre, je veux que tout le monde soit au niveau. Voilà. Ça, c'est l'activité. Hein. Comment je vais réguler mon enseignement en fonction de ça. Et enfin, comment je vais évaluer les apprentissages à la fin, c'est-à-dire vérifier que mes étudiants ont bien atteint l'objectif que j'avais défini au départ. Donc voilà, je crois que j'ai parlé assez longtemps. Pour conclure, l'approche de la conception, je crois que une fois qu'on a compris que quand on conçoit un enseignement, on essaie juste de résoudre le problème de comment faire atteindre cet objectif d'apprentissage à ces étudiants qui ont ce niveau-là. En fait, on a toutes les libertés. On a la liberté de choisir la tâche, on a la liberté de choisir les supports, on a la liberté de choisir la progression. Il y a énormément de marge de liberté dans l'activité de conception d'enseignement, étant donné qu'on est bien clair sur le but à atteindre et qu'on est bien clair sur où en sont les étudiants au début. Voilà, j'ai même essayé de trouver vous savez, le message à prendre à la maison. Et donc, pour répondre à la controverse qui pollue le domaine depuis 20 ans, moi j'ai trouvé la conclusion, enseigner c'est ni un art ni une science. C'est vraiment aucun des deux, mais c'est une ingénierie, c'est-à-dire c'est bien un domaine dans lequel on utilise des connaissances pour concevoir à chaque fois des solutions particulières adaptées à nos étudiants, à notre objectif d'apprentissage, au temps disponible, aux ressources disponibles, etc. Voilà, je vous remercie. Et comme ça marche ou... Désolée pour cet effet Larsen, effectivement. Il faut que tu restes là, en fait. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le président qui nous fait l'honneur d'être là. Comme je dois partir un peu tôt. Moi, j'ai deux questions. En fait, la première question, c'est, en vous écoutant parler de la difficulté de mettre en place des processus, et puis finalement sur l'aspect statistique relativement peu flagrant, mais est-ce qu'on a aussi élaboré, comme pour les médicaments, des processus en double aveugle Parce que, vu ce qui se passe là, c'est clair que rien que le fait de savoir qu'on est un élève, même que l'enseignant va suivre des formations qui vont l'amener à faire évoluer sa pédagogie, ça biaise tout. Tout à fait. Donc il va falloir faire la même chose que pour les médicaments, qu'on forme les gens en leur faisant croire qu'ils font de l'innovation pédagogique, alors qu'en fait, c'est pas du tout l'innovation pédagogique pour arriver à détecter les effets que vous évoquez. Je ne sais pas, ça a l'air extrêmement difficile. Ouais. Alors, du simple aveugle, on arrive à le faire, du double aveugle, on n'y arrive pas. Mais le simple aveugle, c'est déjà quelque chose... Oui. C'est très facile de faire croire à des gens que c'est une innovation alors que c'est un machin qui a 5 siècles. Ça, c'est facile. Ça marche. Le simple aveugle marche. Par contre, le double aveugle, c'est-à-dire que le formateur ignore ce à quoi il forme, ça, on ne sait pas le faire. Mais ça a été fait. Après, là, vous avez raison, parce qu'il faut quand même souligner le fait que les études en simple aveugle sont rares. Elles existent, mais elles sont très compliquées à mettre en œuvre. Et là, il y a une thèse qui est soutenue la semaine dernière. Je trouve qu'elle est pas mal parce que, en gros, ils ont constitué 3 groupes. Des enseignants conformes, donc c'est sur l'enseignement des mathématiques au CE1, au CM1 et au CM2. Donc il y a trois expériences dans la thèse. Ils ont une idée qui est pas mal, c'est qu'on prend des enseignants et on les forme à la technique connue, efficace aujourd'hui pour enseigner, par exemple, la soustraction en CE1. Là, il y a 2 groupes. Des groupes qui reçoivent la séance clé en main
et des groupes qui reçoivent la séance clé en main plus la formation. Donc on dissocie, je te donne la séance, tu n'as plus qu'à la faire, et je te donne la séance et je te forme à comment faire cette séance. Ensuite, un deuxième groupe, on les a formés à la technique qui aujourd'hui est reconnue comme inefficace. En tout cas par les gens qui font de la recherche dans le domaine, mais qui est populaire. Et, j'allais dire comme l'homéopathie. Et le troisième groupe est toujours avec, je te donne la séance clé en main, ou séance clé en main plus formation. Et on a un groupe témoin qui sont des enseignants qui enseignent la même chose, mais eux, pendant le même temps, mais eux, ils ne sont pas formés. Et ça, c'est que chez les enseignants qui sont expérimentés. C'est-à-dire, c'est des enseignants tous qui ont déjà enseigné la soustraction au CE1. Donc, en gros, ils contrôlent quand même pas mal l'effet et ils montrent que, un effet qui est rigolo, c'est que, globalement, les enseignants formés et qui reçoivent tous une séance clé en main produisent de meilleurs résultats que les enseignants qui ne sont pas formés alors qu'ils sont expérimentés. C'est-à-dire que même la méthode inefficace donne de meilleurs résultats que l'autre. Et après, il y a donc ça c'est l'effet intervention. Et après, bon, ils sont quand même contents parce qu'ils ont quand même montré que la méthode qui marche est plus efficace que la méthode qui ne marche pas. Mais donc ça se fait. Mais on est loin du double aveugle. Donc la croyance de l'enseignant dans les convictions de l'enseignant sur ça, je suis sûr que ça marche, ou ça, je suis sûr que ça ne marche pas. Donc il y a un effet placebo qui fonctionne, bien sûr. Alors, une deuxième question, j'espère que ça ne va pas fâcher. Non. Comme j'imagine que je suis très... Bon, moi j'ai eu la chance, la fin de l'été dernier, à la CPU, on a eu une intervention de Stanislas Dehaene sur l'apport des neurosciences pour l'apprentissage. J'avoue que la présentation était fascinante, probablement un peu simpliste, j'imagine, parce qu'il y a des résultats qu'on nous présente comme étant... Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient quand même impressionnantes. C'est vrai que moi j'ai vu, ce que j'ai découvert à cette époque-là, mais je crois que vous l'avez évoqué dans le livre, c'était le rôle de l'hypothèse. Et de voir que finalement, dans le mécanisme d'apprentissage, il y a un truc énorme dans le comportement humain, c'est l'hypothèse. Vous avez montré quelques exemples sur l'apprentissage du lapon, ou je sais plus quoi, c'était fascinant. Je me demandais, est-ce que quand même, justement, les neurosciences, parce que vous n'en avez pas du tout parlé, est-ce que ça fait quand même évoluer vos visions, ça permet de faire le tri entre un certain nombre de choses, d'aider un petit peu, voilà, alors je ne dis pas séparer le bon grain du vrai, mais enfin, c'est un petit peu le fond des choses. Alors, le problème, c'est que Stanislas Dehaene, il ne vous a pas fait une présentation sur les neurosciences. En fait, il vous a fait une présentation sur la psychologie cognitive. Les résultats qu'il présente n'ont aucun rapport avec les neurosciences. Il y avait des mesures, neurosciences, après, il présentait les travaux de sa femme. Non, mais c'est possible. Je connais bien, j'ai déjà été invité 2 fois au séminaire du Collège de France, donc je connais bien. Et la chaire de Stanislas Dehaene, c'est une chaire de psychologie cognitive. C'est pas une chaire de neurosciences. Non, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les résultats que je vais présenter sont des résultats de psychologie cognitive, comme ceux de Stanislas Dehaene. C'est juste dire. Par ailleurs, Stanislas Dehaene fait de la recherche en neurosciences, mais la recherche en neurosciences qu'il fait, qui est une des meilleures au monde, n'est pas appliquée à l'éducation. En fait, c'est juste un problème d'échelle temporelle. C'est-à-dire que les processus qui sont mesurés par les neurosciences sont des processus extrêmement courts. Et ce qui est en jeu dans l'éducation, c'est des processus sur plusieurs heures ou plusieurs semaines. Et d'ailleurs, Stanislas Dehaene, contrairement à d'autres neuroscientifiques, est extrêmement honnête. C'est-à-dire, la plupart du temps, il vous le dit. Il dit, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est essentiellement des études que nous on appelle la psychologie cognitive, c'est-à-dire des études comportementales, où c'est pas tellement l'activité électrique ou l'activité chimique du cerveau qui compte, que la façon dont les gens se comportent, la façon dont ils parlent, la façon dont ils répondent à des questions. Et sinon, oui, ce qu'il dit
est extrêmement valable, correspond très très bien à l'état actuel des connaissances, et en même temps, et ça je ne suis pas sûr qu'il serait d'accord là-dessus, je pense que je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord avec la conclusion. C'est-à-dire que moi je pense très très important de faire la différence entre une science et une ingénierie. Le rôle de la science, c'est de produire des connaissances, et le rôle des ingénieurs, c'est de produire des solutions. Si vous croyez que les scientifiques vont produire des solutions, non, c'est les scientifiques qui produisent des connaissances. Après, le rôle des ingénieurs, c'est d'utiliser les connaissances des scientifiques pour produire des solutions. Et je crois que c'est une excellente métaphore pour le métier d'enseignant. Il n'y a jamais quelqu'un qui va vous dire « ça, tu dois l'enseigner comme ça ». Par contre, quelqu'un qui vous donne des connaissances que vous allez pouvoir intégrer dans la conception de votre enseignement. C'est pour ça que je pense que l'ingénierie est la meilleure métaphore pour décrire en tout cas le moment où on prépare son cours. Après, le moment où on est devant les étudiants, il y a aussi de l'interaction, il y a aussi de l'humanité, il y a aussi tout ça qui dépasse l'ingénierie. J'avais pris mes cours, mais finalement, la dernière fois de votre intervention, on va presque y répondre. Parce que dans tout ce que vous avez présenté, c'est très méthodologique, très intéressant, mais le facteur humain, l'enseignant en tant que tel, vous en avez peu parlé. Et du coup, sur la conclusion, enseigner ni un art, ni une science, ni une ingénierie, oui, mais on dit l'enseignant, c'est aussi un acteur. Il y a des mises en scène, etc. Et du coup, il y a un tout petit peu d'art aussi, pour autant qu'on puisse penser que le théâtre est de l'art. Voilà, du coup, je trouvais que la conclusion était un peu... Ouais. En tout cas, l'enseignement dont je vous ai parlé. Après, si vous voulez, dans l'activité de l'enseignant, on distingue deux activités. L'activité de préparation du cours et l'activité de, je ne sais pas comment dire, de réalisation du cours. Moi, je vous ai parlé que de conception. Et la réalisation, c'est-à-dire le moment où on est devant les étudiants, c'est une autre branche. Il y a autant de recherches sur la deuxième branche que sur la première, mais je ne vous ai parlé que de la première. La deuxième branche, je vous ai évoqué un tout petit peu au moment où j'ai parlé des mouvements des bras, où je vous ai parlé de l'interaction visuelle, mais il y a énormément de facteurs qui sont... Et si vous me permettez de reformuler, je dirais que dans l'interaction, dans le fait de faire cours avec des étudiants, il y a une composante implicite et intuitive qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que quand vous enseignez, vous prenez des micro-décisions qui relèvent du dixième de seconde. Et ces décisions-là, elles sont fondées sur votre intuition, sur des connaissances implicites, etc. Et elles ne relèvent pas du raisonnement du concepteur. Je ne sais pas si c'est un art, mais en tout cas, c'est bien une pratique qui utilise énormément de connaissances intuitives et de connaissances implicites. Et je ne sais pas s'il y a des études justement entre ces deux aspects, la partie réalisation et la partie ingénierie. Est-ce qu'un très bon acteur avec une ingénierie pédagogique Oui, vous êtes... Est-ce qu'il y a des études là-dessus ? Tout à fait. Il y a des études là-dessus et qui, ça m'embête que vous posiez la question parce que les études qui vont là-dessus montrent que la partie performance semble avoir plus d'influence encore que la partie ingénierie. Après, c'est très difficile parce qu'il faut voir les recherches une par une et bien voir si elles mesurent bien l'apprentissage ou elles mesurent plutôt le fait que les étudiants aient apprécié le cours. Non, mais en tout cas, les deux sont importantes. Mais en tout cas, sans doute qu'il faudrait le voir comme ça. C'est-à-dire un cours qui est très bien conçu, mais réalisé par un enseignant qui est mortellement ennuyeux, ça ne doit pas le faire, quoi. Et je pense qu'un étudiant, un enseignant qui est très très compétent dans son domaine, très compétent en pédagogie, et qui a une super interaction, il va pouvoir compenser une conception un peu faible. Mais ça, sans doute qu'on peut l'obtenir après au moins 10 ans d'expérience. Par contre, un enseignant débutant qui le joue à l'interaction, il va se vautrer. Et d'ailleurs, pour reprendre, nous on a fait avec un copain de Pascal Motion, on a fait des études qui sont super rigolotes, c'est qu'on fait des vidéos de cours avec un enseignant complètement nul, mais avec une super interaction, et un très très bon enseignant, mais par contre c'est un peu protestant, quoi, vous voyez, c'est pas...
C'est pas youpla boum, quoi, hein, le truc. Et vous montrez ça à des enseignants débutants, ils sont tous persuadés que c'est celui qui gigote dans tous les sens qui est bon. Et dit, ouais, vous avez vu comme les élèves sont attentifs, etc. Mais sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun contenu dans son enseignement. Mais les enseignants débutants sont beaucoup plus focalisés sur l'aspect interactif que sur le fond. Et il faut quelques années d'expérience pour apprendre que youpla boum, ça ne suffit pas pour enseigner. Peut-être pour rebondir là-dessus, parce que du coup je suis enseignant débutant là-dessus, donc je fais beaucoup plus youpla boum que le fond, parce que je comprends pas grand-chose à ce que j'enseigne. Non mais plus sérieusement, concrètement, quand je vous voyais ce que vous disiez sur comment préparer son cours, comment bien le concevoir, j'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup à la fois tous les points, avoir des objectifs clairs, tout ça, mais en pratique, en fait, personnellement en tout cas, je n'ai pas du tout le temps de faire ça. Je ne sais même pas si c'est le cas pour des enseignants qui ont plus de métiers, est-ce qu'ils ont vraiment le temps de faire ça aussi? Et je ne sais pas comment gérer ça, vous n'avez peut-être pas de réponse. Mais... Ouais. Ça, c'est un fait qui est... C'est un fait qui est bien connu dans la littérature sur l'enseignement, qu'on soit en enseignement débutant ou en enseignement expérimenté, c'est que ce que je vous ai présenté aujourd'hui est notablement négligé. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas formés au métier d'enseignant. Et donc, comment voulez-vous qu'ils maîtrisent une démarche de conception si on n'aura jamais enseigné cette démarche de conception ? Et ensuite, même dans les lieux où on forme les enseignants, le lieu où je travaille encore pendant un mois, c'est des lieux où la formation est tellement indigente, tellement courte, enfin quand vous vous rendez compte que pour former un éducateur spécialisé en France, on consacre 1500 heures, je crois. Et pour former un enseignant, on consacre 200 heures. Pour former un dentiste, on met 6 ans. Pour former un enseignant, on met 1 an. Donc, autrement dit, c'est très connu, ce fait que l'activité de conception, on y consacre peu de temps. Notamment parce qu'on n'a pas été formé à cette activité de conception, et qu'on soit débutant ou qu'on soit expérimenté. Et par ailleurs, voilà, il y a une grande source de variation d'un pays à l'autre, c'est le temps qui a été consacré à la formation des enseignants. Et c'est vrai qu'il y a quand même une corrélation entre les pays où les enseignants sont formés avec une formation équivalente d'ingénieur, c'est-à-dire 5 ans de formation, et les pays dans lesquels il y a une formation qui dure quelques mois ou 1 an. Donc en plus, tu mens parce que tu es sans doute la personne avec qui j'ai discuté qui a le plus réfléchi. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui a autant réfléchi que toi à ces questions-là. Mais oui, c'est malheureusement banal. Et il y a peut-être une partie de mon intervention qui était un peu militante. C'est aussi de vous dire, il y a une activité là qui vaut la peine de s'y intéresser et qui vaut la peine. Mais là, qui vaut la peine d'aller lentement. C'est ça, c'est-à-dire de temps en temps prendre le temps de se poser et plutôt que vite concevoir, dire bon, je vais quand même réfléchir. C'est quoi vraiment l'objectif que je veux qu'ils atteignent? Juste à votre expérience, question de temps, c'est vrai qu'on a fait appel au conseiller pédagogique, c'est un dispositif qui existe à l'INP depuis un certain temps. C'est vrai qu'au départ, je dis ouais, conseiller pédagogique finalement, c'est le même collègue que moi, puis c'est ce que je fais, attends, je suis là. Et au final, c'est vrai que sur un cours qu'on avait d'informatique, donc assez simple finalement, en tronc commun, je pense qu'on a, à la suite de réformes du baccalauréat, des prépas, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse différemment. On a conçu, sans l'aide des conseillers pédagogiques, un enseignement différent. On a réfléchi, on s'est dit, bon, on va tester. Puis après, c'est vrai, la routine fait que même si ça ne donnait pas les résultats escomptés, vous ne prenez pas le temps de modifier, vous dites ouais, il faut changer l'exercice, ouais, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et puis quand même, au bout de 4 ans, on n'a pas le temps, mais les résultats sont mauvais. Donc là, au bout d'un moment, on se dit, bon, il faut quand même faire quelque chose, prenons le temps. Prenons le temps, mais prenons le temps accompagné.
Et finalement, on s'est rendu compte que ça n'a pas pris tant de temps que ça de proposer une autre approche, mais complètement différente. On a testé l'apprentissage par projet, ça ne marchait pas, avec de l'auto-apprentissage, du Moodle, etc. Et finalement, un questionnaire d'évaluation, une réunion avec les conseillers pédagogiques, avec toute l'équipe pédagogique concernée, on est quand même 10 à intervenir. Une deuxième réunion en cercle un petit peu plus restreint, on s'est mis à 4 ou 5 à vraiment réfléchir en contenu, en objectif, et vraiment avec la démarche, quel objectif pour quelles compétences, qui marche pas, quels étudiants, etc. On propose pour l'année prochaine, alors je peux m'arrêter que là parce qu'on n'a pas le retour, mais je pense franchement que l'enseignement est beaucoup mieux pensé, avec des objectifs clairs, une conception du type d'objectif, du type d'apprentissage beaucoup plus réfléchi, et finalement en très peu de temps. Il y a Christine. J'ai une question qui est un petit peu éloignée de ce qui a été présenté ici. Concernant les MOOC, qui sont très à la mode, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des études qui montrent l'efficacité de ces systèmes sur les acquis d'apprentissage? Alors, il y a une littérature très importante sur les MOOC. Il y a un résultat qu'il faut prendre avec précaution, c'est sur le taux d'abandon avec les MOOC, qui est faramineux, puisqu'on a des taux moyens d'abandon qui sont de l'ordre de 90%. Sauf que dans ces 90%, en fait, il faut compter tout le pool des étudiants qui ont eu besoin de s'inscrire au MOOC, rien que pour voir de quoi parle le MOOC. Ou les étudiants qui se sont inscrits au MOOC et avant la fin de la première session ont déjà abandonné. Donc sans doute que ces 90% ne correspondent pas à l'acte qu'on fait quand on s'inscrit à une formation en présentiel. Donc le taux d'abandon est important, mais quand on dit 90%, c'est absolument pas comparable au taux d'abandon dans une formation classique. Après, les MOOC, c'est comme concevoir un enseignement, sauf que c'est à distance, et donc l'exigence de conception est encore plus forte. C'est-à-dire que, comme ça a été très bien dit, toute la partie qu'on gère dans l'interaction, avec nos intuitions, avec notre savoir-faire, avec notre expérience, sur un MOOC, tout ça, ça doit passer en explicite. C'est-à-dire qu'il faut que tu anticipes toutes les difficultés des étudiants, toutes les réponses à apporter aux difficultés des étudiants, toutes les difficultés générées par une communication asynchrone. C'est entre le moment où l'étudiant te pose une question et le moment où tu réponds. Toutes les difficultés posées par le fait que parfois, on est plusieurs sur un forum et entre le temps que je mets pour répondre à l'étudiant 1 et l'étudiant 4 est déjà en train de s'énerver, etc., etc. Donc, qui fait que autant on arrive à réguler une conversation en 50 ou 60 dans un amphithéâtre, autant ces personnes sur un forum, le processus de régulation nécessite d'être beaucoup plus explicité, beaucoup plus structuré. Donc le travail d'ingénierie est beaucoup plus important. Et peut-être que les MOOC qui ne marchent pas sont des MOOC dans lesquels on n'a tout simplement pas suffisamment pris le temps de bien réfléchir à la conception, les objectifs, les activités, la progression et surtout cette partie régulation des apprentissages qui est beaucoup, beaucoup plus importante que pour un enseignement en présentiel. Donc des fois, puisqu'en ce moment les MOOC sont en train de s'effondrer, il y a eu un fort effet de mode et puis qui était totalement injustifié et aujourd'hui il y a un bashing anti-MOOC qui est autant injustifié que l'enthousiasme qu'il y a eu il y a quelques années. Mais je dis, c'est d'abord et avant tout un problème de conception, quoi. Est-ce qu'on a suffisamment pris le temps de bien concevoir le dispositif? Après, une dernière chose, il ne faut jamais oublier que les MOOC ne sont qu'une énième résurgence de l'enseignement à distance dans un environnement numérique et que la résurgence MOOC, c'est juste une stratégie
des grosses universités, une stratégie marketing des grosses universités américaines pour tuer les petites universités américaines. En disant, les MOOC vont être un bon moyen d'attirer les étudiants avec quelques trucs gratuits, et une fois qu'on les aura attirés, ils viendront payer les droits d'inscription chez nous, et un peu moins chez les autres. C'est-à-dire les universités américaines qui avaient les reins suffisamment solides pour faire du gratuit, ont fait du gratuit, et celles qui n'avaient pas les reins assez solides. Et donc, il ne faut jamais oublier l'origine. Les MOOC, c'est au départ une stratégie marketing. Et moi, il me semble beaucoup plus intéressant de se poser la question, dans le cadre de l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'on peut faire à distance? Qu'est-ce qu'on peut faire partiellement à distance? Et une fois qu'on a décidé de le faire, comment on le fait? Et là, il y a une littérature beaucoup plus importante sur l'enseignement à distance qui te montre que l'enseignement à distance, quand il est bien conçu et quand il est complémentaire de l'enseignement en présence, il est plus efficace que l'enseignement en présence tout seul. Parce que tu peux faire des choses à distance que tu ne peux pas faire en présence. Tout le travail personnel des étudiants, etc., ça peut être très très efficace dans des dispositifs qui jouent sur les deux. Tu as abordé la notion de pédagogie par projet. Et tu as dit qu'il y avait un faible taux de retour en termes d'évaluation, oui. Et que essentiellement des évaluations qui faisaient apparaître soit l'aspect affectif des élèves, satisfaction. Peut-être de l'équipe pédagogique. Ça serait quoi une bonne évaluation dans ce cas-là? Une évaluation de l'apprentissage. Donc typiquement, je vais te donner un exemple de, pour moi, ce qui serait une bonne recherche. C'est une thèse qui a été soutenue en Australie il y a une quinzaine d'années. Donc on était en l'équivalent IUT informatique, donc le début du collège. Des étudiants sont répartis dans 2 dispositifs d'enseignement, alors qu'ils sont tous inscrits dans le même diplôme. Certains vont avoir cours TP-TD, et d'autres vont avoir pédagogie par projet. L'UE concerné, c'est base de données. Et ils font ça en première année et en deuxième année. Et les résultats montrent, et donc ce qu'ils évaluent, c'est pas du tout la satisfaction des étudiants, etc. Ils évaluent tout simplement leurs compétences et leurs connaissances sur les bases de données, à la fois les aspects conceptuels et sur les langages utilisés et appris au cours de ces trucs. Et ils montrent quelque chose qui me semble prodigieusement intéressant, c'est qu'en première année, cours TP-TD donne de meilleurs résultats que pédagogie par projet, et en deuxième année, pédagogie par projet donne de meilleurs résultats que cours TP-TD. Donc l'idée que pédagogie par projet, un des facteurs, c'est sans doute déjà le niveau des étudiants pour pouvoir conduire un projet de, par exemple, conception d'une base de données. Il faut bien que j'ai les connaissances. Et malheureusement, tu vois, une étude comme celle-là, c'est quand même pas compliqué comme design, tu vois, tu fais ton truc, tu compares en première année, en deuxième année, et puis tu évalues bien rigoureusement les progrès des étudiants. Des études comme ça, je peux t'en donner 3, 4, mais pas 50, quoi. C'est ça qui est dommage. Ou alors, tu as le truc volontariat. Dès que tu pars sur le volontariat, les étudiants qui étaient volontaires pour faire du projet, les étudiants qui étaient volontaires pour faire cours TP-TD, ton résultat est biaisé. Parce que tu ne sais pas si tu mesures les préférences ou si tu mesures les performances. Donc voilà, ce genre d'étude est rare. C'est dommage. En même temps, je comprends que certains collègues disent j'ai pas envie, pour des raisons de recherche, d'imposer à mes étudiants tel choix plutôt que tel autre. Vas-y. Sur le même sujet, ça pourrait pas être le signe aussi qu'il y a une courbe d'apprentissage méthodologique de l'apprentissage par projet lui-même, quoi. Oui, alors ça, il y a des réponses à ça. C'est-à-dire que dans la littérature, même si elle est très faible, tu trouves des articles dans lesquels les étudiants étaient en pédagogie par projet, mais le projet contenait de la méthodologie de conduite de projet, et d'autres études dans lesquelles on les mettait en projet et c'était à eux de se démerder. Et là, encore une fois, c'est une littérature très faible, je veux pas, mais pour l'instant, ceux que j'ai lus montrent que c'est la combinaison projet plus apport méthodologique qui est beaucoup plus efficace que projet dans le sens démerde-toi, quoi. Le fait démerdez-vous, généralement, on leur demande à plusieurs. Mais
Pareil, je ne sais plus dans quelle université danoise, il y a une des premières études qui a été faite qui était géniale, vraiment géniale, mais à la fin, le post-test, c'était qu'est-ce que vous avez l'impression de mieux maîtriser. Ou d'autres, un truc, on les a questionnés sur leur sentiment d'employabilité. C'est dommage, tu vois, ils ont fait tout le boulot, et à la fin, au lieu de mesurer leurs connaissances, on dit, ouais, vous avez l'impression, et là, voilà, par exemple, tu as un résultat très net, c'est les gens qui ont été en pédagogie par projet ont un sentiment d'employabilité beaucoup plus élevé, et les gens qui ont une formation traditionnelle se sentent pas prêts pour l'emploi. Et je vais galérer, je sens bien que les premières années, ça va pas être facile pour moi, il va y avoir une période d'adaptation, alors que les gens qui sont en pédagogie par projet sont cool par rapport à ça, et disent, oui, c'est bon, ça va marcher. Sachez que, donc on l'offre aux lauréats, désolé les bips, mais il est accessible, vous pouvez aller plus loin, il y a d'autres mythes. Certains ont été cités ce matin, je pense qu'il y en a eu 4 quand même. Ouais. Sur les 9, il y en a 5 autres dans ce livre, L'innovation pédagogique, mythe et réalité.